Ce deuxième magazine de Mémorial TV consacre son thème à l'horizon atlantique de Châtelaillon. Le premier sujet concerne l'avènement du casino refondé après la Seconde Guerre mondiale, en Palais de l'Atlantique. Le second sujet est consacré à la période américaine de la Cité, quand les soldats de l'OTAN, présents dans la région avec leurs familles, viennent occuper 450 maisons dans la ville, dans les années 50 et 60. Quand le complexe du Palais de l'Atlantique se met en place, au casino de Châtelaillon en 1952, et transforme l'ancien casino de jeu en salle de spectacle, c'est un nouveau public qui est sollicité. Déjà, au milieu des années 50, des artistes à la notoriété établie commencent à fréquenter le casino de Châtelaillon. La nouvelle destinée du casino peut ainsi voir le jour, en ce tout début des années 60. La vague des artistes qui séduiront la jeune génération d'après-guerre ne va pas tarder à déferler sur la scène du Palais de l'Atlantique. Quand le complexe du Palais de l'Atlantique se met en place au casino de Châtelaillon dans les années 50, une nouvelle entrée, plus marquante que celle composée des deux mâts installés après-guerre, signale désormais l'ouverture du parc sur le boulevard de la République. La végétation commence à s'élever et à habiller l'espace qui mène à la rotonde bientôt couverte. Ce portique permettant de se diriger vers le casino constituera donc l'accès privilégié, le front de mer restant fermé par la clôture des années 30. C'est au niveau de ce portique que les informations seront affichées pour annoncer les spectacles de music-hall, les tournées des chanteurs notamment. Déjà, au milieu des années 50, les artistes à la notoriété établie commencent à fréquenter le casino de Châtelaillon. Get jolly. Better run, Rudolph. Uncle Slim's already drank too much, and he's on that hunt. Light the bonfire, y'all gather. Désormais, le Palais de l'Atlantique, protégé par une vaste toiture, va pouvoir multiplier les spectacles dans la grande salle dont il dispose. Les rideaux souples qui protégeaient la rotonde ont été remplacés par une verrière contemporaine. La nouvelle destinée du casino peut voir le jour en ce tout début des années 60. La vague des artistes qui séduiront la jeune génération d'après-guerre ne vont pas tarder à déferler sur la scène du Palais de l'Atlantique. Unwrap the whiskey, let's get jolly. Better run, Rudolph. Uncle Slim's already drank too much, and he's on that hunt. Light the bonfire, y'all gather round. Ice down and get it, put the tailgates down, and the inflatables out, 'cause old Red's coming to town. Les années 50 vont ouvrir une ère nouvelle dans la cité balnéaire, jeter les bases d'un horizon atlantique, après les années noires de la Seconde Guerre mondiale, au cours desquelles, la commune a vu se détériorer le charme de ses villégiatures littorales. 450 familles américaines, installées dans la commune, schoolbus, véhicules de police américaines dans les rues, belles voitures américaines stationnées sur les boulevards, vont bousculer la vie des habitants. Bien plus qu'un bouleversement urbain, c'est un véritable choc de civilisation que les Châtelaillonnais vont vivre au contact de cette occupation pacifique. Cette transformation s'opère avec l'avènement de la présence américaine,
celle des soldats de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, en Charente-Maritime, qui, outre leur mission militaire, vont glisser dans leur bagage l'American Way of Life. La vidéo illustre cette période des années 50 et 60, au cours de laquelle les Châtelaillonnais ont découvert l'existence d'un mode de vie différent du leur, rencontré une société américaine désormais présente dans leur commune. Votre papa américain vient en France, il fait connaissance d'une Française, Oui. donc 2 enfants. Alors, connaissance d'une Française, au Café de la Paix, place d'Armes, place Verdun si vous voulez, qui existe toujours, dont le décor est à peu près celui qu'il a connu et que ma mère a connu à l'époque. Et ma mère vivant rue Gargoulot, qui est juste à côté, je crois était venue pour l'anniversaire d'une de ses amies, quelque chose comme ça. Et bah oui, bon, ils étaient jeunes, ils se sont connus à ce moment-là. C'est un décor de cinéma, quasiment, quoi, cette histoire. Absolument. Avec, pour ma mère, qui était une Française d'origine de Longève, petit village au nord de La Rochelle, rencontrer un Américain, j'imagine, c'est moi qui l'imagine dans ma tête, devait être quand même quelque chose d'un petit peu étonnant. Et donc ce décor et tout ça faisait que c'était presque du cinéma. Oui. Et donc il y a eu 2 enfants, c'est ça, non votre sœur et vous? Alors au départ, 2 enfants, et puis d'autres sont venus, donc nous sommes 4 en tout. Ah, vous êtes 4, d'accord, oui. C'est difficile de se remettre en tête ce qu'était l'ambiance commerciale, la manière dont les Français s'équipaient, et s'équipaient de quoi, etc. La reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale commençait à transformer le pays dans une certaine mesure, et progressivement, mais alors lentement, probablement plus à Paris que dans les provinces, on a commencé à voir les premiers effets de ce qu'on appelle la société de consommation. Mais consommer quoi? Et c'est là où je crois que la proximité entre les Américains et leur système, disons, d'approvisionnement et d'équipement ménager, parce que c'est la chose peut-être la plus parlante, a fait quand même ouvrir beaucoup d'yeux à l'époque. Tout ce qui était machine, équipement. Il y en avait avant, il ne faut pas croire qu'il n'y avait pas de machine à laver ou des choses de ce genre. Il y en avait. Mais peu, et peut-être avec des designs un petit peu à l'ancien, des choses comme ça. La transformation a été quand même... Il faut que vous preniez en compte que, par exemple, aux alentours de 68, lorsque les derniers camps américains fermaient, et parmi les derniers, il y avait ceux de Orléans, et il se trouve que ma sœur est née en 66, et elle est née à Chinon, parce qu'il y avait un camp américain à Chinon. Alors franco-américaine, elle aussi, binationale. Oui, bien sûr. Tous franco-américains ici dans la famille. Et je me souviens, en tant que jeune frère, j'étais dans les couloirs et bien sûr la cafétéria, et que pour la première fois de ma vie, j'ai fait réchauffer un hamburger dans un micro-ondes. Donc 68, on va dire, vous voyez, c'est le point où la transformation des équipements ménagers arrivait encore à un nouveau cap, à ma connaissance. Mais je peux me tromper.
il n'y avait pas encore de micro-ondes en France. J'ai ma tante qui est mariée avec un Américain d'ailleurs, ils se sont connus ici, à Châtelaillon. Et voilà, donc j'ai connu mon oncle américain, Wen, et très 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 ouvert comme personne. Et j'ai des cousins également qui sont aux États-Unis que j'ai rencontrés il y a quelques années. Et vraiment très très chaleureux, très voilà. Mais c'est vrai que il y a la distance, l'éloignement, tout ça fait que on n'est pas souvent en contact. C'est dommage. Je me rappelle aussi nous distribuer des bonbons, des bonbons qui avaient un goût spécial quand même. Je me rappelle. Et puis aussi quand on les rencontrait, quand on voyait une voiture américaine, on faisait ça. Ils s'arrêtaient pour nous donner des chewing-gums. Voilà, il y a tous ces faits marquants qui restent, quoi, des souvenirs. Un soldat américain qui était cantonné sur Croix-Chapeau, la base était à Croix-Chapeau. Voilà, donc ma tante, je pense, a travaillé aussi au camp. Donc française, Française, oui, ouais, tout à fait. ouais. Hein. Madame, Claudette Ritz, c'est la famille Ritz de Châtelaillon, qui est très connue d'ailleurs, une grande famille de Châtelaillon. Voilà, donc une sœur à ma mère, qui est beaucoup plus jeune. Et voilà, ils se sont connus, puis ils se sont mariés. Et puis après, ils sont partis sur l'Allemagne après, sur un camp en Allemagne. Donc sur une base en Allemagne. Puis après, ils sont partis après aux États-Unis. Donc en Caroline du Nord, exactement à Lexington. Et puis voilà, quoi. Et alors vous-même, vous aviez quel âge au début? Moi j'avais à peu près une dizaine d'années. Je me rappelle très très bien des cars jaunes qui ramassaient les élèves. Les cars jaunes, ça m'a vraiment marqué. C'est vraiment, par rapport à chez nous, ils étaient vraiment différents, quoi. C'était des mastodontes, quoi. Et voilà. Puis je me rappelle aussi les cavalcades. Il y avait les militaires, la musique, la voix très fanfare des militaires qui défilaient. J'étais émerveillé avec le son de la musique différente que de chez nous, quoi. Et voilà. J'ai rencontré cette famille d'Américains au cours des vacances de Pâques 1961. J'ai retrouvé cette photo et derrière, de la main de maman, c'est marqué Pâques 61 Châtelaillon. Donc on voit la famille là, le papa, la maman, le fils, la fille et moi. Donc 61, j'avais 6 ans. Et la villa se situait rue Georges Musset, juste à côté de l'hôtel Jeanne d'Arc. Et eux, ces Américains-là, qui s'appelaient de mémoire, mais je dois un petit peu avoir peut-être le nom qui dérape un peu, ils s'appelaient Shepherd. Et donc c'était le papa, la maman, la fille et le fils qui avaient loué, ou alors c'était l'OTAN qui leur avait adjugé cette maison. Il y avait, je me rappelle, un grand château d'eau. C'était une ville dans la ville. Et nous avons été voir un film, Ben-Hur en américain. Mais c'est fantastique. Vous voyez, je parle, j'en ai encore la chair de poule, tellement c'était... On n'a rien compris, c'était de l'américain, on ne comprenait rien du tout. Mais sur un grand écran, une salle ultra moderne, c'était fantastique. Et on les a revus, et après on a été boire un coup, ils nous ont offert à manger, mais c'était immense. Alors peut-être parce que j'étais pas grand non plus, donc tout me semblait immense, mais ça m'avait l'air... c'était une ville dans laquelle tout m'avait l'air très grand. Tout immense, des grosses voitures, des grands magasins. Et eux, ils étaient déjà grands. Les Américains étaient déjà grands. Et on s'est revus pendant quelques années. Et pareil, leur gentillesse, leur générosité. Toujours à Pâques, on avait des œufs de Pâques en nougatine. Et toujours et en retour, ils ne voulaient rien. On leur disait, venez manger, venez prendre l'apéritif. Ah non, c'est nous. On est chez vous, c'est nous, on vous aime bien. Et voilà, c'est un souvenir d'enfance, de Croix-Chapeau, de Châtelaillon aussi, où on voyait alors je sais pas ce que c'était, des Chevrolet, des Buick, je sais pas trop quoi, mais enfin c'était des voitures immenses.
Je me souviens aussi, mais c'est très vague, il devait y avoir des bus qu'on voyait pas chez nous. Je sais pas ce qu'ils avaient de drôle, ils étaient gros aussi, ils étaient ronds. Ils avaient l'air d'être ronds, ils étaient en tôle. Enfin, je me souviens qu'on regardait ces bus passer de travers les grilles, puisqu'ils passaient rue Georges Musset, ils passaient le passage à Livaux, et puis ils sortaient de Châtelaillon, ils passaient devant les abris Martin, là, et puis ils repartaient certainement sur Aigrefeuille, Croix-Chapeau, quoi. Et c'était une période extraordinaire pour nous, gamins. Alors je ne sais pas les adultes comment ils prenaient les choses, et je me rappelle que quand ils sont partis, quand la politique fait que, ils sont partis. Et je me rappelle que papa, à l'époque, avait dit, avec tout ce qu'ils ont amené, tout ce qu'ils nous ont fait, c'est quand même pas très sympa pour ces gens-là. Des mémoires d'enfants, quoi. Et c'est vrai, et après on les a jamais plus revus, ils sont repartis. Des produits qu'on ne connaissait pas du tout, ils ramenaient rien que des chewing-gums. Ils nous ramenaient des chewing-gums, on n'avait jamais vu ça. Nous on connaissait le bête chewing-gum qu'on allait à la boulangerie, chewing-gum à 1 centime, là, 1 centime de franc, ou 10 centimes, je sais plus. Mais ils avaient, c'est vrai qu'ils nous ramenaient de la nourriture qu'on ne connaissait pas. Je pense qu'ils nous avaient amené une fois des cornflakes. Les cornflakes, on ne connaissait pas. Ça existait peut-être, mais on n'achetait pas parce qu'on ne savait pas faire. Oui, c'est vrai, vous me faites un déclic. Et je me rappelle leur petite intrusion, qu'ils arrivaient, ils frappaient, puis ils laissaient. Et il y avait des produits, des fois, des produits qu'on ne connaissait pas. Je me rappelle aussi, c'était pas du ketchup. C'était pas du ketchup, mais c'était un produit qu'on connaissait pas. Je sais pas ce que c'était. Mais je me rappelle que maman dit, mais c'est quoi ça? Ah ben c'est bien les Américains qui mangent ça. Ils ne faisaient pas leurs courses. Ils vivaient un peu en autarcie. Je me rappelle les cadeaux qu'ils nous faisaient, ça venait de Croix-Chapeau. Sur place, ils n'achetaient pas grand-chose. Puis c'était pas leur goût. Vous aviez donc une grand-mère qui avait 2 familles américaines. Oui. Alors parlez-moi un petit peu de ça, s'il vous plaît. Je me souviens, elle louait 2 logements à des Américains, parce qu'elle avait sa maison, et puis des logements elle avait un grand terrain, il y avait des logements à louer. Et puis, eux, du coup, on les avait à l'année, au lieu de louer que l'été. Et je me souviens d'eux, ils avaient des enfants, il y en a même un couple qui avait un chien, un bulldog, là. Et ils allaient travailler, les papas, ils travaillaient à Croix-Chapeau. Et donc, moi, gamine, je venais à stage. Au début, j'étais chez ma grand-mère, après je suis partie rejoindre mes parents à Paris, qui avaient trouvé, parce qu'ils étaient partis pour trouver du travail. Et je les voyais quand même toujours aux vacances, tout ça. Et alors, c'est un souvenir quand même, parce qu'on a découvert le Coca-Cola, j'ai découvert le chewing-gum, ils avaient des jouets qui n'étaient pas du tout comme les nôtres. Ils avaient 2 enfants chacun. Et puis, un couple, ils ont eu après une petite fille qui est née aux États-Unis, mais elle était enceinte quand ils sont repartis. Et elle nous avait renvoyé à ma mère, pour mon frère, pour ma soeur, toute la layette. C'était tout neuf. On était étonnés parce que nous, c'était des trucs en laine, rose, bleu, et eux, c'était des trucs magnifiques, verre d'eau, tout ça. C'était déjà plus moderne là-dessus. La langue, déjà, j'avais commencé à parler avec eux, puis après, ça a arrêté, bien sûr. Mais puis leur façon de vivre, qui n'était pas pareille, quoi. Et toute jeune, vous arriviez à parler anglais un petit peu? C'est difficile? Étant petite, oui. Vous savez, quand on est bébé, j'avais 2 ans, 3 ans, au départ, 2 ans. Quand on est petit, c'est facile.
moment où tous les camps partaient, lui, il est resté en France et il a accentué son business dans le rachat de surplus américains. D'où le surplus américain qui s'est développé ensuite pendant des années sur Angoulins, tout simplement parce que mon père a été la cheville ouvrière entre une partie, disons, de ce qui était revendu par les Américains, passé par Angoulins. Alors il y en avait de toutes sortes de voitures. Il y avait les fameuses longues voitures américaines que certain nombre de personnes, encore maintenant, me remettent en mémoire, parce que ça les a marquées à l'époque. Mais je me souviens aussi de véhicules plutôt de chantier aussi, de camions, voilà. Donc vous me dites 64, est venu très vite 65, 66, où les Américains ont commencé à se débarrasser d'une certaine... Ils sont partis en 67 en principe. Voilà, ils ont commencé à liquider, on va dire, un certain nombre de choses qu'ils n'allaient pas ramener nulle part, et donc Oui, Bradeux. voilà. Et donc, comme mon père était justement a eu la vie, disons, un peu facilitée par le fait même qu'il savait ce qui se passait quant aux propositions que les Américains faisaient de vente. Ils ont dit, pourquoi pas revendre sur place ces choses-là. Et donc l'idée même de surplus, c'est-à-dire de revente de choses qui ont déjà été utilisées et qui permettaient une seconde vie, comme on dit aujourd'hui, a germé dans sa tête et donc a commencé la longue vie des surplus américains. D'essayer d'expliquer l'impact qu'a eu la présence militaire américaine et surtout de tout l'environnement à la fois ménager, de véhicules, de manière d'être, etc. L'impact que ça a pu avoir sur la population française et qui, à mon avis, a été très très important. La première chose que tout le monde me dit, c'est que, et ils le disent presque en silence, en baissant la voix, en disant, vous savez, à cette époque-là, heureusement qu'ils étaient là.